il est entré dans le restaurant sans imaginer que sa vie changerait pour toujours. Un homme habitué au luxe, avec plus d'argent qu'il ne pourrait jamais dépenser, mais portant un secret que peu de gens connaissaient, alors qu'il regardait autour de lui. Ses yeux se sont arrêtés sur une jeune serveuse qui nettoyait les tables à la hâte. Il s'est arrêté. Son cœur s'est accéléré. Elle avait la même marque de naissance qu'il cachait depuis l'enfance. Et quand elle s'est approchée, il a regardé directement. Ces mots ont fait arrêter le temps. « Es-tu mon père ?» Et ce qui est arrivé ensuite a changé leur vie pour toujours. La voiture de Laurent Blanchet s'arrêta devant le restaurant. La Couronne d'Or, l'établissement le plus prisé de Lyon, un voiturier en livrée Bordeaux s'empressa d'ouvrir sa portière, tandis qu'il jetait un coup d'œil à sa montre Patek Philippe. 19h30. Parfait. Il aimait arriver en avance pour préparer mentalement ses négociations. « Monsieur Blanchet, quel plaisir de vous revoir !» l'accueillit le maître d'hôtel avec une courbette presque imperceptible. « Vos invités ne sont pas encore arrivés. Votre table habituelle vous attend. » Laurent hocha la tête, satisfait, à 55 ans. Il savourait ces petits privilèges que sa fortune lui avait offerts. Promoteur immobilier respecté, il avait transformé des quartiers entiers de Lyon, faisant disparaître d'anciennes bâtisses pour ériger des complexes modernes et lucratifs. Ce soir, il rencontrait des investisseurs suisses pour un nouveau projet qui promettait de doubler sa fortune déjà considérable. La salle du restaurant respirait le luxe discret, lustres en cristal, nappes immaculées, argenterie étincelante. Laurent s'installa confortablement, commandant un verre de Château Margaux 2015. En attendant son vin, il observa la clientèle, des hommes et des femmes qui, comme lui, appartenaient à cette élite qui ne se souciait pas des prix affichés sur la carte. « Votre vin, monsieur », annonça une voix douce. Laurent leva les yeux et son regard croisa celui d'une jeune serveuse qu'il n'avait jamais vue auparavant. 23 ans, peut-être 24. Des traits fins, des cheveux châtains tirés en un chignon simple. Rien d'extraordinaire, pensa-t-il d'abord. Puis, il remarqua ses yeux, d'un bleu intense, presque violet sous certains angles. Un bleu qui lui rappelait « Merci », dit-il, soudain mal à l'aise sans comprendre pourquoi. La serveuse déposa le verre avec élégance. C'est alors que la manche de sa chemise blanche remonta légèrement, révélant une marque sur son poignet. Une tache de naissance en forme de demi-lune. Laurent sentit son cœur s'arrêter. Instinctivement, il ajusta son propre poignet, s'assurant que sa montre couvrait parfaitement la marque identique qu'il portait depuis sa naissance. Cette marque qu'il avait toujours cachée, considérant cette imperfection comme indigne de son image soigneusement façonnée. « Vous vous sentez bien, monsieur ?» demanda la serveuse, remarquant sa pâleur soudaine. « Oui, oui !» balbutia Laurent. « Comment vous appelez-vous ?»« Jeanne, Jeanne Montel. » Montel. Ce nom qu'il avait banni de sa mémoire pendant 24 ans résonna comme un glas. Claire Montel, la fille du fermier. Celle qu'il avait aimée passionnément un été, avant que l'ambition ne le dévore. Celle qu'il avait abandonnée quand elle lui avait annoncé sa grossesse, obstacle potentiel à son ascension sociale. « C'est votre premier jour ici ?» demanda-t-il, tentant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Ma première semaine, oui. » Jeanne l'observait avec une intensité troublante. « Excusez ma curiosité, mais cette montre que vous portez, c'est une Calatrava, n'est-ce pas ?» Laurent acquiesça, perplexe. Ma mère en gardait une photo, avec un homme qui la portait. Elle hésita, puis ajouta « Oui. » Ma mère s'appelait Claire, Claire Montel. Le temps sembla se figer. Les conversations alentour devinrent un bourdonnement lointain. Laurent contempla la jeune femme devant lui, cherchant les traits de Claire dans son visage. Comment avait-il pu ne pas le remarquer immédiatement? Ses yeux, cette ligne de mâchoire, et surtout cette marque, cette fichue marque qu'il avait héritée de son père, et avant lui, de son grand-père. « Votre mère, comment va-t-elle » parvint-il à articuler. « Elle est décédée l'année dernière, cancer du pancréas. » Le regard de Jeanne se durcit légèrement. Dans ces derniers moments, elle m'a parlé de mon père, un homme qu'elle avait aimé follement, qui l'avait quitté quand elle était enceinte. Un homme avec une montre comme la vôtre et elle retroussa délibérément sa manche, exposant complètement la marque en forme de demi-lune. Une marque comme celle-ci
Elle m'a dit que c'était un signe distinctif dans sa famille. Laurent sentit la sueur perler sur son front, autour d'eux. Le restaurant continuait de bourdonner d'activité, inconscient du drame qui se jouait à cette table. « Jeanne, Êtes-vous mon père ?» La question tomba comme un coup près, direct, sans détour, exactement comme Claire aurait posé la question. Laurent regarda autour de lui, paniqué. Ses investisseurs pouvaient arriver d'une minute à l'autre. Sa femme Solène pourrait décider de le rejoindre à l'improviste, comme elle le faisait parfois. Son monde parfaitement ordonné risquait de s'effondrer en un instant. « Non », mentit-il, le mot s'échappant de ses lèvres avant même qu'il ne puisse réfléchir. « Non, je ne suis pas votre père. » Le visage de Jeanne se décomposa. Mais Laurent poursuivit, l'esprit fonctionnant à toute vitesse pour échafauder un mensonge crédible. « Mais je crois savoir qui il pourrait être. » Il s'éclaircit la gorge. « J'ai appris récemment que mon père avait eu un autre fils. Un fils dont il ne m'a jamais parlé. Mon demi-frère. Il s'appelle Hugo Blanchet. » Le mensonge prenait forme, de plus en plus élaboré. Un frère bâtard, rejeté par la famille, vivant dans la pauvreté avant de disparaître. La marque de naissance, trait héréditaire des Blanchet. Une histoire tragique qui expliquerait tout sans compromettre sa position. « Hugo », répéta Jeanne, incrédule. « Vous pensez que mon père pourrait être votre frère ?»« Demi-frère », corrigea Laurent. « Je ne l'ai jamais connu personnellement, mon père. Nos relations étaient compliquées. Il but une gorgée de vin pour se donner contenance. Mais je peux essayer de le retrouver pour vous. Si c'est bien lui, vous méritez de connaître vos origines. » Jeanne le fixait, tentant visiblement de déterminer s'il disait la vérité. Laurent soutint son regard, appelant à lui toutes ses années d'expérience en négociations difficiles. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que... » Laurent chercha ses mots. « Parce que la famille est importante, même celle qu'on ne connaît pas encore. » L'ironie de ses paroles lui donna la nausée, mais il maintint son masque de sincérité. Au loin, il aperçut le maître d'hôtel qui s'avançait avec ses investisseurs. Il fallait conclure cette conversation au plus vite. « Laissez-moi votre numéro », dit-il en sortant sa carte de visite. « Je vous contacterai dès que j'aurai des informations sur Hugo. » Jeanne prit la carte, encore méfiante. « Merci, monsieur Blanchet. » Elle s'éloigna juste à temps pour laisser place aux hommes d'affaires suisses. Laurent se leva, affichant son sourire professionnel, mais son esprit était ailleurs. Il venait de créer de toutes pièces un frère qui n'existait pas. Et maintenant, il allait devoir donner vie à ce fantôme pour préserver son mensonge. Le retour à sa demeure des Monts d'Or fut ponctué par les battements affolés de son cœur. Laurent se gara dans l'allée circulaire bordée de platanes centenaires, contemplant la façade imposante de la propriété qu'il avait acquise 5 ans plus tôt. Cette maison représentait son triomphe social, l'aboutissement d'une ascension commencée dans la modestie d'un appartement du 9e arrondissement de Lyon. « Vous êtes rentré tôt, monsieur », constata Fabienne Beaulieu en lui ouvrant la porte d'entrée. Laurent scruta le visage de sa gouvernante, cherchant à détecter une quelconque émotion derrière son professionnalisme habituel. Fabienne était à son service depuis presque 20 ans. Une présence discrète et efficace dont il ne savait presque rien. La réunion s'est terminée plus rapidement que prévu, mentit-il. En réalité, il avait écourté les négociations, incapable de se concentrer après sa rencontre avec Jeanne. « Madame est au téléphone avec sa sœur. Souhaitez-vous que je vous serve un digestif dans votre bureau ?»« Oui, merci, Fabienne. » Un cognac. Dans le confort feutré de son bureau, Laurent se laissa tomber dans son fauteuil en cuir, desserrant sa cravate d'un geste nerveux. La rencontre avec Jeanne avait fait ressurgir des souvenirs qu'il croyait enterrés à jamais. Claire Montel, il ferma les yeux, et son visage lui apparut avec une netteté troublante. 24 ans plus tôt, étudiant ambitieux en école de commerce, il passait ses vacances d'été dans la propriété familiale près de Beaujeu. Claire était la fille d'un viticulteur voisin, 19 ans, des rêves plein la tête. Et cette façon de regarder le monde comme si tout était possible, leur histoire avait été aussi intense que brève. 3 mois de passion dévorante, jusqu'à ce qu'elle lui annonce sa grossesse à la fin de l'été. Laurent avait paniqué. Son père, figure autoritaire et méprisante, lui avait fait comprendre sans embâche qu'une mésalliance avec une fille de paysan anéantirait son avenir. Le choix avait été cruel mais clair. Claire ou sa carrière ? « Votre cognac, monsieur », annonça Fabienne, le ramenant brutalement au présent. « Merci. Dites-moi, Fabienne. » Laurent hésita, cherchant ses mots. « Connaissez-vous une agence discrète qui pourrait... »
Retrouver quelqu'un pour moi. La gouvernante haussa légèrement un sourcil. Seul signe de sa surprise. Pour retrouver quelqu'un, monsieur. Un membre éloigné de la famille. Pour une affaire d'héritage. Je peux me renseigner, monsieur. Laurent acquiesça, congédiant Fabienne d'un geste, à peine la porte refermée. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Maître Delorme. C'est Laurent Blanchet. J'ai besoin d'un service urgent et confidentiel. 2 jours plus tard, Laurent se trouvait dans un café anonyme de la Croix-Rousse, quartier populaire de Lyon. Face à lui, un homme à l'allure mitée sirotait un café serré. Xavier Lemaire, 47 ans, ancien comédien réduit à des petits boulots après une addiction à l'héroïne. L'homme parfait pour jouer le rôle de Hugo Blanchet. « Vous avez compris ce que j'attends de vous ?» demanda Laurent à voix basse. Xavier hocha la tête. « Je dois prétendre être votre demi-frère qui a vécu dans la précarité, dire que j'ai eu une brève histoire avec une certaine Claire Montel il y a 24 ans, reconnaître que je pourrais être le père de sa fille, tout en exprimant des regrets pour mon absence. » Exactement. Laurent sortit une enveloppe qu'il fit glisser sur la table. « Voici 10 000 € en liquide. Vous en recevrez 20 000 de plus quand ce sera terminé. Et ensuite, vous disparaissez. Vous quittez Lyon. Vous ne contactez plus jamais Jeanne ni moi. » Xavier empocha l'enveloppe. Son regard trahissait une lueur de méfiance. « Comment justifierez-vous ma disparition auprès de cette fille ? Laurent avait tout prévu. Vous lui direz que vous êtes malade, un cancer en phase terminale, que vous êtes revenu pour la rencontrer avant de partir. » « Charmant, ironisa Xavier. « Et si elle veut des tests ADN, elle n'en demandera pas. » Laurent en était convaincu. Jeanne semblait désespérée de retrouver un père, n'importe quel père. Contentez-vous d'apprendre ces détails par cœur. Il lui tendit un dossier contenant une biographie fictive minutieusement élaborée, Hugo Blanchet, né d'une liaison entre son père et une secrétaire, élevé dans la misère, devenu marginal après une adolescence difficile, tout y était, jusqu'aux anecdotes sur la marque de naissance, très distinctif des Blanchet depuis 3 générations. La première rencontre entre Hugo et Jeanne fut organisée dans un petit restaurant du Vieux-Lyon. Laurent avait prétexté auprès de la jeune femme avoir retrouvé son demi-frère après d'intenses recherches. « Je ne vous promets pas que ce sera facile », avait-il prévenu Jeanne au téléphone. Hugo a eu une vie compliquée. Caché à une table voisine, chapeau et lunettes de soleil en guise de déguisement, Laurent observait la scène avec anxiété. Xavier jouait parfaitement son rôle, mêlant vulnérabilité et émotion contenue. Il vit Jeanne essuyer une larme, quand Xavier, ou plutôt Hugo, évoqua son amour de jeunesse pour Claire. La seule femme qu'il ait jamais aimée, les jours suivants, Laurent orchestra d'autres rencontres, toujours en se présentant comme l'intermédiaire bienveillant, le parent fortuné désireux de réparer les injustices du passé. Jeanne semblait reconnaissante, bien que toujours un peu méfiante. « Pourquoi faites-vous tout ça pour moi ?» lui demanda-t-elle un jour, alors qu'il prenait un café après une visite à Hugo. « Je vous l'ai dit, la famille est importante pour moi. » Laurent s'efforçait de paraître sincère. « Mon père a rejeté Hugo par orgueil. Je ne veux pas perpétuer cette injustice. » Ce qu'il ne disait pas, c'est que chaque rencontre avec Jeanne était une torture. Elle lui rappelait tellement Claire, ses gestes, sa façon de pencher légèrement la tête quand elle réfléchissait. Parfois, il se surprenait à imaginer une vie alternative, où il aurait eu le courage d'assumer cette paternité, où il aurait vu grandir cette jeune femme remarquable. Un soir, en rentrant d'une de ces rencontres, Laurent trouva Fabienne en train de faire du rangement dans son bureau. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il brusquement. La gouvernante ne sursauta même pas. « Je remplaçais votre carafe d'eau, monsieur. Pardonnez-moi si je vous ai dérangé. » Quelque chose dans son regard mit Laurent mal à l'aise. Savait-elle ? Impossible. Il avait été d'une discrétion absolue. « Tout va bien, Fabienne. Vous semblez préoccupée ces derniers temps. »« Tout va parfaitement bien, monsieur. » Son visage était impénétrable. « Puis-je vous demander si vos recherches familiales ont porté leurs fruits ?» Laurent sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quelle recherche ? Vous m'aviez demandé des contacts pour retrouver un membre éloigné de votre famille. »« Ah, oui. » Laurent se détendit légèrement. « C'est en bonne voie, merci. » Cette nuit-là, il dormit mal, hanté par des cauchemars où Claire lui reprochait son abandon, où Jeanne découvrait son mensonge, où son empire s'effondrait sous le poids de la vérité. Le lendemain, Xavier l'appela en panique. « Je ne me sens pas bien », annonça-t-il d'une voix rauque.
J'ai des douleurs à la poitrine, des sueurs froides. Calmez-vous, c'est probablement l'anxiété. Non, c'est plus que ça, je crois. Je crois que j'ai besoin de voir un médecin. Laurent sentit l'inquiétude l'envahir. Si Xavier tombait réellement malade, tout son plan risquait de s'effondrer. Allez-y, mais soyez discret et tenez-moi informé. Ce qu'il ignorait, c'est que son mensonge allait bientôt prendre une tournure qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le petit appartement de Jeanne, niché sous les toits du quartier de la Guillotière, baignait dans la lumière dorée du crépuscule. Assise en tailleur sur son lit, elle contemplait la boîte en bois poli qu'elle venait de sortir du placard. C'était l'un des rares objets que sa mère lui avait légués, avec la consigne de ne l'ouvrir qu'après sa mort, quand je ne serai plus là, avait murmuré Claire quelques jours avant de s'éteindre. Tu trouveras dans cette boîte des réponses à tes questions, pas toutes, mais suffisamment pour commencer ton chemin. Jeanne caressa le couvercle, hésitante. Depuis sa rencontre avec Laurent Blanchet et ce prétendu oncle sorti de nulle part, elle ressentait le besoin pressant de connaître la vérité sur ses origines. Prenant une profonde inspiration, elle souleva enfin le couvercle, à l'intérieur, soigneusement rangé, des dizaines de lettres jaunies par le temps, des photos en noir et blanc, un petit carnet à la couverture usée, et, enveloppé dans un mouchoir en dentelle, une chaîne en argent portant un pendentif en forme de demi-lune. Ses doigts tremblants saisirent la première lettre. L'écriture élégante et penchée de sa mère couvrait le papier. « Mon enfant bien-aimé, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus là pour te raconter moi-même notre histoire. J'ai longtemps hésité à mettre ces souvenirs par écrit. Mais aujourd'hui, alors que la maladie me rappelle la fragilité de l'existence, je ressens le devoir de te léguer la vérité. L'été de mes 19 ans fut le plus beau et le plus cruel de ma vie. J'ai rencontré un homme dont je suis tombée éperdument amoureuse. Il s'appelait Laurent Blanchet. Jeanne sentit son cœur s'arrêter. Laurent, pas Hugo. Laurent Blanchet. L'homme qui prétendait être son oncle était en réalité son père. Les mains tremblantes, elle poursuivit sa lecture, découvrant l'histoire passionnée de sa mère avec le jeune Laurent, leur promenade dans les vignes de Beaujeu, leurs rêves partagés sous les étoiles, puis l'annonce de la grossesse, le visage de Laurent qui se décompose, son choix brutal de l'ambition plutôt que de l'amour. Il m'a offert de l'argent pour régler le problème. Quand j'ai refusé, il a disparu de ma vie sans un regard en arrière. Son père, un homme cruel et implacable, est venu me voir pour m'avertir que si je tentais de contacter Laurent ou de faire reconnaître ta filiation, il utiliserait son influence pour nous détruire. Je n'avais pas peur pour moi, mais pour toi, mon trésor. Alors j'ai quitté Beaujeu, j'ai déménagé à Lyon et j'ai décidé de t'élever seule. Avec fierté et amour, des larmes coulaient sur les joues de Jeanne. Elle fouilla dans la boîte et trouva une photo où l'on voyait sa mère, jeune et radieuse, aux côtés d'un homme qu'elle reconnut immédiatement, Laurent Blanchet, 30 ans plus jeune, mais avec le même regard, la même allure, sur son poignet. Clairement visible, la marque en forme de demi-lune, un détail attira son attention dans le fond de la boîte. Un article de journal datant de 1998, relatant le mariage de Laurent Blanchet avec Solène Dufresne, fille d'un important industriel lyonnais. La légende de la photo mentionnait que ce mariage scellait l'alliance entre deux des plus grandes fortunes de la région. Jeanne serra les poings. Toute sa vie avait été bâtie sur un mensonge. Et maintenant, cet homme, son père biologique, continuait à lui mentir, inventant un frère imaginaire pour éviter ses responsabilités. Le téléphone sonna, la faisant sursauter. C'était Laurent. « Jeanne, j'ai de mauvaises nouvelles concernant Hugo. Il est à l'hôpital. » Sa voix semblait tendue, presque paniquée. Jeanne se demanda si c'était de la culpabilité ou simplement la peur d'être découvert. « Quel hôpital ?» demanda-t-elle froidement. « L'hôpital Édouard Herriot, service de cardiologie. Les médecins disent que c'est sérieux. J'arrive. » Elle raccrocha sans lui laisser le temps de répondre. Après avoir remis soigneusement les lettres dans la boîte, elle glissa la photo de Laurent et Claire dans sa poche. Cette fois, elle était prête à confronter le mensonge. À l'hôpital, elle trouva Laurent faisant les 100 pas dans le couloir. L'air véritablement inquiet, à côté de lui se tenait une femme élégante d'une 50aine d'années, que Jeanne identifia comme Solène Blanchet, d'après les photos qu'elle venait de voir. « Que s'est-il passé ?» demanda Jeanne sans préambule. Laurent passa une main nerveuse dans ses cheveux.
Les médecins parlent d'une arythmie cardiaque sévère, peut-être liée à... Il hésita. À des problèmes d'addiction passés. Solène observait Jeanne avec curiosité. « Laurent, tu ne me présentes pas cette jeune femme ?»« Oui, bien sûr. Solène, voici Jeanne Montel, la fille de Hugo, ma nièce. Donc. » Jeanne nota le mensonge supplémentaire, mais se contenta de serrer poliment la main de Solène. « Enchantée, madame. Je ne savais pas que ton frère avait une fille, » dit Solène, surprise. « Tu ne m'en avais jamais parlé. »« C'est récent, je veux dire. J'ai récemment découvert son existence. » Laurent transpirait visiblement. « Solène, ma chère, pourquoi ne rentrerais-tu pas à la maison ? Je te rejoindrai plus tard. » Solène hésita, son regard allant de son mari à Jeanne. « Très bien. Tiens-moi informée de l'état de ton frère. » Une fois Solène partie, Jeanne croisa les bras. « Votre frère, vraiment ?» Laurent pâlit. « Jeanne, je sais que cette situation est difficile, mais arrêtez vos mensonges. » Elle sortit la photo de sa poche et la lui montra. « J'ai trouvé des lettres de ma mère. Je sais tout. » Le visage de Laurent se décomposa. Il regarda autour de lui, comme un animal traqué cherchant une issue. « Pas ici, » murmura-t-il. « Pas maintenant, Hugo. Je veux dire, l'homme dans cette chambre est vraiment dans un état critique. Qui est-il réellement ? Un comédien que j'ai engagé. » L'aveu semblait lui arracher la gorge. « Jeanne, je te promets de tout expliquer, mais pas ici, à cet instant. » La porte de la chambre s'ouvrit et un médecin en sortit. L'air grave. « Monsieur Blanchet, nous avons stabilisé votre frère, mais son état reste préoccupant. Ses antécédents médicaux ne nous aident pas. A-t-il déjà eu des problèmes cardiaques ? » Laurent semblait perdu. Je ne sais pas, nous n'avons pas été en contact pendant des années. » Le médecin hocha la tête, compréhensif. « Je vois. Nous allons le garder en observation cette nuit. Je vous conseille de rentrer vous reposer. » Après le départ du médecin, Jeanne fixa Laurent. « Un comédien. Vous avez engagé un comédien pour me faire croire qu'il était mon père. Je t'en prie. » Jeanne baisse la voix. Laurent semblait au bord de la crise de nerfs. « Je ne savais pas quoi faire quand tu m'as reconnue au restaurant. J'ai paniqué. 24 ans de silence, et maintenant ce cirque grotesque. » La colère de Jeanne montait. « Ma mère est morte l'année dernière en me parlant de vous, de cette marque de naissance que nous partageons. Elle vous a aimé jusqu'à son dernier souffle, malgré votre lâcheté. » Ces mots frappèrent Laurent comme des coups physiques. Claire est morte. Cancer du pancréas. Elle a souffert pendant des mois. Où étiez-vous ? Les larmes montaient aux yeux de Jeanne. J'étais seule pour la voir s'éteindre jour après jour. Laurent s'appuya contre le mur, comme si ses jambes ne le portaient plus. Je suis désolée. Je ne savais pas, Épargnez-moi vos excuses. Jeanne tourna les talons. Je reviendrai demain, pas pour vous, mais pour ce pauvre homme que vous avez impliqué dans vos mensonges. Contrairement à vous, j'ai de la compassion. Elle s'éloigna, laissant Laurent effondré dans le couloir stérile de l'hôpital. Ce que ni l'un ni l'autre ne remarqua, c'était la silhouette discrète de Fabienne Beaulieu, qui s'était faufilée dans l'aile de cardiologie, sous prétexte d'apporter des affaires personnelles à un patient imaginaire. Cachée derrière un chariot de médicaments, elle avait assisté à toute la scène, son visage habituellement impassible trahissant une lueur de satisfaction. La nuit avait été interminable pour Laurent. Après sa confrontation avec Jeanne, il avait erré dans les couloirs de l'hôpital, incapable de rentrer chez lui et d'affronter le regard inquisiteur de Solène. Vers 3 heures du matin, épuisé, il s'était assoupi sur une chaise inconfortable de la salle d'attente, pour être réveillé à l'aube par une infirmière compatissante. « Monsieur, le café de la cafétéria est ouvert si vous voulez vous réchauffer. » Laurent la remercia d'un hochement de tête, les membres engourdis et l'esprit embrumé. Dans le miroir des toilettes publiques, il ne reconnut pas l'homme qui lui faisait face. Cheveux en désordre, barbe naissante, cernes profonds, l'image même de la déchéance qu'il avait toujours méprisée chez les autres, un café brûlant à la main, il retourna au service de cardiologie. À sa grande surprise, Jeanne était déjà là, assise près de la chambre de Xavier. « Tu es revenu », constata-t-il, incertain de l'attitude à adopter. « J'ai dit que je reviendrais. » Son ton était froid, mais moins hostile que la veille. Les médecins disent qu'il a fait une embolie pulmonaire. Apparemment, il consommait de la cocaïne régulièrement. Laurent se massa les tempes. « Je ne savais pas,
Vous ne saviez rien de lui, évidemment. Vous l'avez juste engagé pour jouer un rôle. » Elle le fixa. « Combien lui avez-vous payé pour cette mascarade ? » 30 000 €, admit Laurent, la honte lui brûlant les joues. Jeanne eut un rire sans joie. 30 000, le prix de votre conscience. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Laurent murmura. « Je suis désolé pour ta mère. » Claire était. Ne prononcez pas son nom. La voix de Jeanne tremblait. Vous n'en avez pas le droit. Pas après l'avoir abandonnée. Au même moment, une agitation se fit entendre dans la chambre. Des bips stridents, des voix précipitées de médecins. La porte s'ouvrit à la volée, et un chariot de réanimation fut poussé à l'intérieur. Laurent et Jeanne se levèrent d'un bond. « Que se passe-t-il » demanda Laurent à une infirmière qui sortait en courant. « Arrêt cardiaque. Veuillez rester à l'écart. »« S'il vous plaît. » Les minutes qui suivirent semblèrent s'étirer indéfiniment. Laurent, adossé au mur, observait Jeanne qui faisait les 100 pas. Le visage tendu, il se demanda ce qu'elle ressentait pour cet homme qu'elle savait être un imposteur, mais qui, pendant quelques jours, avait incarné ce père qu'elle avait toujours cherché. Finalement, un médecin sortit de la chambre, ôtant son masque chirurgical d'un geste las. « Je suis désolée, nous n'avons pas pu le réanimer. » Jeanne porta une main à sa bouche, étouffant un cri. Laurent sentit ses jambes se dérober sous lui. Un homme était mort. Un homme qui l'avait impliqué dans son mensonge sordide. « C'était ma faute, » balbutia-t-il. « Je l'ai mis dans cette situation. Une douleur fulgurante lui comprima soudain la poitrine, comme un étau. La sueur perla instantanément sur son front. Il tenta de respirer, mais l'air refusait d'entrer dans ses poumons. « Laurent !» La voix de Jeanne semblait venir de très loin. « Laurent, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il voulut répondre, mais seul un gémissement s'échappa de ses lèvres. La douleur irradiait maintenant dans son bras gauche. Le monde autour de lui se mit à tourner, puis à s'assombrir par les bords. « Il fait un infarctus !» cria le médecin. « J'ai besoin d'aide ici. » Les dernières images que Laurent perçut avant de sombrer dans l'inconscience furent le visage inquiet de Jeanne, penché sur lui, et étrangement, celui de Claire, tel qu'il l'avait connue 24 ans plus tôt, ses yeux bleus emplis de déception. Solène Blanchet raccrocha le téléphone, le visage blême. L'hôpital venait de l'informer que son mari avait subi un infarctus et se trouvait actuellement en soins intensifs. Après la chirurgie d'urgence, son état était stable mais précaire. « Je dois me rendre immédiatement à l'hôpital, Fabienne », annonça-t-elle à la gouvernante qui venait d'entrer dans le salon. « Bien sûr, madame. Souhaitez-vous que j'appelle le chauffeur ? S'il vous plaît. » Solène rassemblait déjà ses affaires. « Et préparez quelques vêtements pour Laurent. Nous ne savons pas combien de temps il restera hospitalisé. » Fabienne s'exécuta avec son efficacité habituelle, mais une fois seule dans la chambre des Blanchet, elle s'autorisa un moment d'introspection. Le destin semblait jouer en sa faveur, avec Laurent hors circuit, l'accès à la maison, et potentiellement au journal qu'elle cherchait depuis si longtemps, devenait plus facile. Elle ouvrit l'armoire de Laurent, sélectionnant mécaniquement quelques vêtements confortables. Son regard s'attarda sur une boîte à chaussures, dissimulée au fond de l'étagère supérieure. Intriguée, elle la sortit et l'ouvrit. À l'intérieur, des photos anciennes. Laurent jeune, avec une jeune femme que Fabienne n'avait jamais vue. Claire Montel, supposa-t-elle, la mère de Jeanne, sur plusieurs clichés. On distinguait clairement la marque en forme de demi-lune sur le poignet de Laurent, la même que celle de Jeanne, la même que celle évoquée dans les récits de sa grand-mère, Fabienne. La voix de Solène la fit sursauter. Elle referma précipitamment la boîte et la remit à sa place. « J'arrive. »« Madame, j'ai presque terminé. » Dans la voiture les conduisant à l'hôpital, Solène semblait perdue dans ses pensées. C'est étrange. Cette histoire de frère et de nièce surgit de nulle part, dit-elle soudain. Laurent ne m'avait jamais parlé d'un demi-frère. Fabienne choisit soigneusement ses mots. « Les familles ont parfois des secrets, madame. »« Oui, mais après 25 ans de mariage, » Solène secoua la tête. « Et cette jeune femme, Jeanne, elle a quelque chose de familier ?» Fabienne resta silencieuse, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Si Solène commençait à avoir des soupçons, la situation pourrait rapidement devenir incontrôlable. À l'hôpital, elles trouvèrent Jeanne assise dans la salle d'attente, le visage pâle et les yeux rougis. « Comment va-t-il » demanda immédiatement Solène. « Stable » répondit Jeanne. « Les médecins ont réussi à débloquer l'artère à temps. Il est en soins intensifs. » Solène l'examina avec attention.
Vous êtes donc la fille du frère de Laurent. » Un silence inconfortable s'installa. Jeanne regarda tour à tour Solène et Fabienne, comme si elle évaluait la situation. « Non, Madame Blanchet, je suis la fille de Laurent. » La vérité, simple et brutale, tomba comme un coup près. Solène chancela, s'agrippant au dossier d'une chaise. « C'est impossible, » murmura-t-elle. « Laurent n'a pas d'enfant, nous avons essayé pendant des années. Ma mère s'appelait Claire Montel. Elle et Laurent se sont aimés il y a 24 ans, avant qu'ils ne vous rencontrent. » Jeanne sortit la photo de sa poche. « Voici la preuve. » Solène examina la photo, le visage de plus en plus pâle. Puis elle remarqua la marque sur le poignet de Laurent. Cette marque, il la cache toujours. Il dit que c'est une imperfection indigne de lui. Elle leva les yeux vers Jeanne. « Vous l'avez aussi, n'est-ce pas ?» Jeanne retroussa sa manche, révélant la marque identique et l'homme qui vient de mourir, ce prétendu frère, demanda Solène, commençant à comprendre l'ampleur du mensonge. Un acteur engagé par Laurent pour me faire croire qu'il était mon père, afin de se protéger. Solène ferma les yeux un instant, comme pour absorber le choc. « 25 ans de mariage, » murmura-t-elle, « et je découvre que mon mari est un parfait étranger. » À cet instant, un médecin s'approcha. « Madame Blanchet, votre mari est réveillé, il demande à vous voir, et... » Il consulta ses notes. « Il demande également à voir Mademoiselle Montel. » Solène et Jeanne échangèrent un regard. Dans cette confrontation inattendue, elles avaient trouvé un point commun, la trahison de Laurent. « Allons-y ensemble », proposa Solène avec une dignité retrouvée. Fabienne les regarda s'éloigner vers la chambre de soins intensifs. Un sourire imperceptible aux lèvres, la vérité commençait à émerger, et avec elle, la possibilité de mener à bien sa mission secrète, tandis que Solène et Jeanne se dirigèrent vers la chambre de Laurent. Fabienne Beaulieu quitta discrètement l'hôpital. L'automne parisien l'accueillit avec une bruine fine qui collait au pavé. Elle remonta le col de son manteau et héla un taxi. « Gare de Lyon, s'il vous plaît. » 1 heure plus tard, installée dans un TGV en direction de Mâcon, Fabienne sortit de son sac un petit carnet à la couverture usée, son journal personnel, qu'elle tenait méticuleusement depuis plus de 20 ans. Elle l'ouvrit à la première page, où une photo en noir et blanc montrait 2 jeunes filles souriantes devant une modeste maison de campagne. Fabienne et Thérèse Beaulieu, 2 sœurs unies comme les doigts de la main, jusqu'à ce que le destin, ou plutôt la famille Blanchet, ne les sépare. La gouvernante ferma les yeux, laissant les souvenirs l'envahir. 1975. Elle avait 10 ans, Thérèse 12. Leur famille possédait de petites parcelles viticoles près de Beaujeu, transmises de génération en génération. Puis un jour, leur père était rentré, le visage dévasté. Raymond Blanchet, le patriarche de la puissante famille, avait présenté des documents prouvant que les terres appartenaient légitimement aux Blanchet depuis le XVIIIe siècle. « Des faux », avait hurlé son père. Des documents falsifiés, mais que pouvait faire un simple viticulteur contre l'une des familles les plus influentes de la région. Le procès fut une formalité. Les Beaulieu perdirent tout, terre, maison, héritage. Son père se pendit 3 mois plus tard. Sa mère, brisée par le chagrin, mourut l'année suivante. Thérèse et Fabienne furent de séparées, placées dans des familles d'accueil différentes. Thérèse, l'aînée, jura de venger leur famille un jour. Fabienne, plus pragmatique, choisit la patience. La patience est une forme de vengeance, lui avait confié sa grand-mère avant leur séparation. Les Blanchet nous ont tout pris. Mais il existe quelque chose qu'ils ne pourront jamais effacer, la vérité. La vieille femme lui avait alors parlé du journal de son arrière-grand-mère, caché quelque part dans la demeure des Blanchet. Un journal contenant la confession de l'ancêtre Blanchet, reconnaissant le crime commis contre les Beaulieu. Ce journal est notre seule preuve, avait-elle expliqué. Une tradition veut qu'il soit caché dans un compartiment secret, dont l'accès est lié à une marque particulière, une marque en forme de demi-lune. À 18 ans, Fabienne avait pris une décision qui allait définir le reste de sa vie. Elle changerait légèrement son nom, effacerait toute trace de son passé et s'infiltrerait dans la maison des Blanchet comme domestique. Une stratégie de patience extrême, avec un seul objectif, trouver ce journal. Le train ralentit, approchant de Mâcon. Fabienne rangea son carnet et observa le paysage familier des collines bourguignonnes. 23 ans à servir les Blanchet, à nettoyer leur maison, à préparer leurs repas, à écouter leurs conversations.
23 ans à chercher un journal peut-être imaginaire. Mais aujourd'hui, avec Laurent hospitalisé, une opportunité unique se présentait, et il y avait cette jeune femme, Jeanne, portant la marque de la demi-lune, la clé potentielle du mystère. À Mâcon, Fabienne loua une voiture et prit la direction d'un petit village situé à 30 km, une route sinueuse, bordée de vignobles aux couleurs automnales. La conduisit jusqu'à un cimetière paisible. Là, devant une tombe modeste, l'attendait une femme d'une 60aine d'années. « Thérèse », murmura Fabienne en enlaçant sa sœur. Elle ne s'était pas vue depuis plus d'1 an. Thérèse, marquée par les épreuves, vivait désormais dans une petite maison de retraite de la région. Sa santé déclinante ne lui permettait plus l'autonomie d'autrefois. « Tu as l'air fatiguée, petite sœur », constata Thérèse en caressant le visage de Fabienne. « J'ai pris le premier train. Il y a du nouveau. » Fabienne s'agenouilla devant la tombe de leurs parents, y déposa un bouquet de chrysanthèmes. Laurent Blanchet a fait un infarctus. Thérèse haussa les épaules. Une justice divine, peut-être. Qu'est-ce que cela change pour nous ? Tout. Fabienne lui raconta alors la découverte de Jeanne, la marque de naissance, le lien avec Laurent. Cette fille pourrait être notre chance de trouver enfin ce journal. Tu crois encore à cette vieille histoire ? Thérèse sourit tristement. Le journal de notre arrière-grand-mère. Grand-mère nous racontait ça pour nous donner de l'espoir, Fabienne. Non. Fabienne sortit son carnet, l'ouvrit à une page précise. Regarde ces notes que j'ai prises. Pendant toutes ces années chez les Blanchet, j'ai entendu des bribes de conversation, des allusions. Raymond Blanchet, le père de Laurent, mentionnait parfois un document familial compromettant. Sur son lit de mort, il a fait jurer à Laurent de ne jamais ouvrir la cachette de l'ancestral. Thérèse examina les notes, sceptique. « Et tu penses que cette Jeanne, avec sa marque, pourrait y accéder ? La marque de la demi-lune n'est pas une simple tache de naissance. C'est le symbole d'un ancien pacte entre nos familles. Avant la trahison, grand-mère disait que seule une personne portant cette marque pouvait ouvrir la cachette. » Les deux sœurs restèrent silencieuses un moment. Méditant devant la tombe de leurs parents, finalement Thérèse soupira. « Admettons que ce journal existe. Admettons que cette fille puisse y accéder. Que comptes-tu faire ensuite ? Après toutes ces années, quelle justice pouvons-nous encore espérer ?» Fabienne se releva, déterminée. La vérité, Thérèse, la reconnaissance publique du crime commis contre notre famille, et peut-être, enfin, la restitution de ce qui nous appartient légitimement. Tu veux faire tomber l'Empire Blanchet ? Thérèse eut un rire désabusé. Tu n'es plus une enfant, Fabienne. Ces gens sont puissants. Plus maintenant. Laurent est affaibli, physiquement et moralement. Sa femme vient de découvrir qu'il lui a menti pendant des années, et sa fille illégitime cherche des réponses. Fabienne prit les mains de sa sœur. C'est le moment ou jamais, Thérèse. Pour papa, pour maman, pour nous. Thérèse hésita, puis serra les mains de sa sœur. Puis, fais ce que tu dois faire, mais promets-moi d'être prudente. Sur le chemin du retour, Fabienne fit un détour par Beaujeu, s'arrêtant devant les vignobles qui avaient autrefois appartenu à sa famille. Des rangées parfaites de vignes s'étendaient à perte de vue, portant désormais le prestigieux label des vins Blanchet. Son téléphone sonna, la ramenant au présent. C'était Solène. « Fabienne, où êtes-vous ? Laurent est sorti des soins intensifs. Nous rentrons à la maison demain. Il aura besoin de soins constants. Je serai là, madame. J'avais une affaire personnelle à régler. Bien. Oh, et Fabienne ?» La voix de Solène hésita. « Jeanne Montel viendra séjourner chez nous quelques jours. Préparez la chambre d'amis, s'il vous plaît. » Fabienne sourit. « Parfait. Jeanne sous le même toit. C'était une opportunité inespérée. Bien sûr, madame, tout sera prêt. » De retour à Lyon, Fabienne se rendit directement à la demeure des Blanchet. La maison vide lui offrait une liberté de mouvement exceptionnelle. Elle en profita pour explorer méthodiquement le bureau de Laurent, cherchant tout indice sur l'emplacement de la fameuse cachette dans un tiroir verrouillé, qu'elle ouvrit avec une épingle à cheveux, une compétence acquise au fil des ans. Elle découvrit un vieux livre relié de cuir, Chronique de la famille Blanchet, 1750-1900. Un marque-page indiquait un chapitre intitulé « L'acquisition des terres de Beaujeu ». Fabienne lut avidement, son cœur battant la chamade. Le texte relatait comment François Blanchet avait sauvé de la ruine la famille Beaulieu.
alors propriétaires des terres, en rachetant leurs parcelles, une version édulcorée de l'histoire, bien éloignée de la spoliation brutale racontée par sa grand-mère, mais un détail attira son attention, une note manuscrite dans la marge, d'une écriture ancienne. La vérité est dans le journal de M. La marque de l'alliance rompue en détient la clé, M, pour Marianne Blanchet, l'épouse de François, et grand-mère de Raymond, la même qui, selon la légende familiale des Beaulieu, avait été dévorée par la culpabilité et avait consigné la vérité dans son journal intime, la marque de l'alliance rompue. La demi-lune, Fabienne referma doucement le livre, son cœur battant d'excitation. Après toutes ces années, elle touchait enfin au but. Et demain, Jeanne, porteuse de la marque, franchirait le seuil de cette maison. « Justice sera faite, grand-mère », murmura-t-elle en caressant la couverture du livre. « Patience et vengeance ». La chambre d'hôpital baignait dans une lumière blafarde lorsque Solène et Jeanne entrèrent. Laurent, relié à diverses machines qui émettaient des bips réguliers, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Son teint était cireux, ses yeux cernés. Il tourna lentement la tête vers les deux femmes. Et son regard s'attarda sur Jeanne. « Tu es revenue », murmura-t-il. « Ce n'est pas pour vous », répondit-elle avec froideur. « C'est par décence. » Solène s'approcha du lit, son visage figé dans une expression indéchiffrable. « Pourquoi, Laurent ? Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé d'elle ?» Laurent ferma brièvement les yeux. Comme pour rassembler ses forces, « Par lâcheté », admit-il finalement. « Par peur de perdre ce que nous avions construit. Par honte, aussi. Honte !» La voix de Jeanne tremblait légèrement. « C'est moi qui devrais avoir honte. Ma mère qui a élevé seule son enfant. » « Non, Jeanne. » Laurent tenta de se redresser, grimaçant sous l'effort. « La honte est entièrement mienne. J'ai choisi l'ambition plutôt que l'amour et la responsabilité. J'ai préféré l'approbation de mon père à mon propre bonheur. » Un silence pesant s'installa dans la chambre. Solène s'assit dans un fauteuil, le regard perdu dans le vide. Jeanne resta debout, les bras croisés, comme pour se protéger. « Ta mère, Claire. » Laurent hésita. « Elle a beaucoup souffert à cause de moi. »« Que croyez-vous » répliqua Jeanne, acerbe. « Elle a dû quitter sa région natale, abandonner ses études, travailler comme serveuse pour m'élever. Tout ça pendant que vous bâtissiez votre empire immobilier et épousez madame. » Solène tressaillit mais ne dit rien. « Et pourtant, poursuivit Jeanne, elle ne vous a jamais haï. Elle disait toujours que vous étiez jeune, effrayé, que votre père vous avait forcé la main. » Laurent eut un rire sans joie. Elle me voyait meilleure que je ne l'étais. Mon père a certainement pesé dans ma décision. Mais au final, c'est moi qui ai choisi de l'abandonner, de vous abandonner. Il tendit une main tremblante vers Jeanne, qui ne fit aucun geste pour la prendre. Quand je t'ai vue au restaurant avec cette marque, il toucha machinalement son poignet. J'ai su immédiatement qui tu étais et j'ai paniqué, encore une fois. Alors vous avez inventé ce demi-frère imaginaire et engagé un acteur pour jouer le rôle de mon père. Jeanne secouait la tête, incrédule. Pour quelle raison vous pensiez vraiment que ça marcherait ? Je ne réfléchissais pas clairement, admit Laurent. J'ai agi sous l'impulsion de la peur. La peur, répéta Solène, parlant pour la première fois. Toujours la peur, Laurent. La peur de déplaire à ton père, la peur du scandale, la peur de perdre ta précieuse réputation. Elle se tourna vers Jeanne. Savez-vous que pendant des années, nous avons essayé d'avoir un enfant, sans succès, et pendant tout ce temps, il savait qu'il avait une fille quelque part. Laurent baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de sa femme. « Je t'ai proposé l'adoption, » poursuivit Solène. « Tu as toujours refusé. » Prétextant l'importance de la continuité du sang Blanchet, quelle hypocrisie. Jeanne observait cet échange avec un mélange de fascination et de malaise. Ces deux étrangers se déchiraient à cause d'elle, ou plutôt, à cause des choix de Laurent. « Qu'est-ce que vous attendez de moi exactement ?» demanda-t-elle brusquement. « Des félicitations pour avoir enfin avoué la vérité. Une absolution. » Laurent secoua faiblement la tête. « Je n'attends rien, Jeanne. Je ne le mérite pas. Mais je voulais. Je devais te dire la vérité. Maintenant que tout s'est effondré. »« La vérité, » murmura Jeanne. « Pendant 24 ans, ma mère et moi avons vécu avec une version de la vérité. Une version où mon père était absent parce qu'il ne pouvait pas être présent, pas parce qu'il avait choisi de ne pas l'être. » Elle sortit de sa poche la vieille photo où l'on voyait Laurent et Claire, jeunes et amoureux.
Ma mère gardait cette photo comme un trésor. Elle me disait toujours que, malgré tout, vous aviez été son plus grand amour. Sa voix se brisa légèrement. Elle est morte en prononçant votre nom. Cette révélation sembla frapper Laurent comme un coup physique. Une larme solitaire coula sur sa joue pâle. « J'aurais dû être là, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « J'aurais dû être là pour elle, pour vous deux. Oui, vous auriez dû. » Jeanne essuya rageusement une larme. « Mais ce qui est fait est fait. Je ne suis pas venue chercher un père. J'ai grandi sans, et je m'en suis très bien sortie. »« Bien sûr, » acquiesça Laurent. « Tu es forte, comme ta mère. » Un silence s'installa, moins tendu mais chargé d'émotions contenues. Finalement, Solène se leva. « Laurent doit se reposer. Les médecins ont été clairs à ce sujet. » Elle se tourna vers Jeanne. « Vous avez un endroit où loger à Lyon. » Jeanne parut surprise par cette question inattendue. « J'ai un petit appartement dans le quartier de la Guillotière. Venez séjourner chez nous quelques jours, » proposa Solène, surprenant tant Laurent que Jeanne. « Le temps de régler cette situation. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, » hésita Jeanne. « Au contraire. » Solène jeta un regard froid à son mari. « Laurent doit assumer ses responsabilités, et nous avons beaucoup à discuter. Ce sera plus simple si vous êtes présente. » Laurent semblait aussi stupéfait que reconnaissant. « Solène a raison, Jeanne. S'il te plaît, laisse-moi au moins essayer de réparer une fraction du mal que j'ai causé. » Jeanne les observa tour à tour, méfiante. « Je ne cherche pas de réparation financière, si c'est ce que vous craignez. Ce n'est pas une question d'argent, » assura Solène. « C'est une question de vérité et de... » Elle hésita. « De justice, peut-être. » Ces mots semblèrent résonner d'une manière particulière pour Jeanne, après un long moment de réflexion. Elle hocha lentement la tête. « D'accord. Pour quelques jours seulement, le temps que nous puissions parler. »« Merci, » murmura Laurent, fermant les yeux d'épuisement. Un médecin entra alors dans la chambre, annonçant la fin des visites. Solène promit de revenir le lendemain pour organiser le retour de Laurent à la maison. Dans le couloir, Jeanne et Solène marchèrent de côte à côte en silence. Deux femmes aux vies si différentes, unies par l'homme qui les avait trompées toutes les deux, chacune à sa façon. « Je ne vous déteste pas, » dit soudain Solène. « Vous êtes autant victime que moi dans cette histoire. » Jeanne la regarda avec surprise. « Merci. Je ne vous déteste pas non plus. Ce n'est pas contre vous que j'ai de la colère. Laurent a toujours eu ce besoin maladif de plaire, d'être à la hauteur des attentes, surtout celle de son père. » Solène eut un sourire triste. Raymond Blanchet était un homme terrible, manipulateur, froid, obsédé par l'argent et le statut social. Il a façonné Laurent à son image. « Cela n'excuse rien, » objecta Jeanne. « Non, bien sûr que non. » Solène s'arrêta, regardant Jeanne droit dans les yeux. « Mais cela explique certaines choses. Laurent n'est pas un monstre, Jeanne. Juste un homme faible qui a fait des choix lâches. » Jeanne ne répondit pas immédiatement, réfléchissant à ses paroles. Finalement, elle hocha la tête. « Peut-être, nous verrons bien. » Alors qu'elles approchaient de la sortie de l'hôpital, Jeanne remarqua une silhouette familière qui attendait près des portes automatiques. « Fabienne, la gouvernante des Blanchet, Madame, » salua Fabienne avec une révérence discrète. « J'ai pensé que vous auriez besoin de la voiture. »« Merci, Fabienne. » Solène fit les présentations. « Voici Jeanne Montel. Elle va séjourner chez nous quelques jours. »« Mademoiselle Montel ?» Fabienne inclina légèrement la tête. Mais Jeanne crut déceler une lueur d'intérêt particulier dans son regard. « C'est un plaisir de vous rencontrer officiellement. »« Officiellement », s'étonna Jeanne. « Je vous ai aperçu à l'hôpital hier, » expliqua Fabienne. « J'apportais des affaires pour Monsieur Blanchet. » Quelque chose dans le ton de la gouvernante mit Jeanne mal à l'aise, mais elle n'aurait su dire pourquoi. Cette femme discrète semblait cacher des profondeurs insoupçonnées sous son apparence servile. Les trois femmes montèrent dans la voiture, en route vers la demeure des Blanchet. Jeanne regardait défiler le paysage urbain de Lyon, se demandant dans quelle étrange situation elle venait de s'engager. La demeure des Blanchet s'élevait, imposante, au milieu d'un parc parfaitement entretenu. Jeanne ne put s'empêcher d'être impressionnée par l'élégance austère de cette bâtisse du XIXe siècle, avec ses hautes fenêtres et sa façade de pierre blonde. Une vie entièrement différente de la sienne s'était déroulée ici, pendant qu'elle grandissait dans un appartement modeste avec sa mère. « Votre chambre est prête, mademoiselle », annonça Fabienne en la conduisant à l'étage.
J'ai pris la liberté de disposer quelques fleurs fraîches. J'espère que les pivoines vous plaisent. Comment saviez-vous que j'aimais les pivoines? S'étonna Jeanne. Un sourire énigmatique traversa le visage de la gouvernante. Une simple intuition, elles étaient également les fleurs préférées de ma grand-mère. La chambre était spacieuse et lumineuse, décorée avec goût mais sans ostentation. Un vase de pivoine rose trônait effectivement sur la commode, répandant un parfum délicat. « Le dîner sera servi à 20h, si cela vous convient », poursuivit Fabienne. « Madame Blanchet aime dîner tôt les soirs où elle est seule. »« Merci Fabienne. » Jeanne déposa son petit sac de voyage sur le lit. « Depuis combien de temps travaillez-vous pour les Blanchet ?»« 23 ans, » répondit la gouvernante. « J'ai commencé au service de monsieur Raymond Blanchet, le père de Laurent. Après son décès, je suis restée auprès de son fils. Vous devez bien connaître la famille, alors. Les domestiques voient beaucoup, mademoiselle, mais parlent peu. » Fabienne s'apprêtait à sortir. Puis s'arrêta sur le seuil. « Cette marque sur votre poignet, elle est dans la famille Blanchet depuis des générations. » Jeanne toucha instinctivement son poignet. « Comment le savez-vous ? » ?»« Comme je l'ai dit, les domestiques voient beaucoup. » Fabienne hésita, puis ajouta « Si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette marque, venez me trouver cette nuit. Quand madame sera couchée, je pourrai avoir des informations qui vous intéresseraient. » Avant que Jeanne puisse l'interroger davantage, Fabienne s'éclipsa, la laissant perplexe. Que savait exactement cette femme? Et pourquoi semblait-elle si intéressée par sa marque de naissance? Le dîner avec Solène fut étrangement cordial, presque surréaliste. Deux femmes partageant un repas raffiné, unies par le mensonge d'un homme absent. « Comment va votre travail au restaurant ?» demanda Solène en servant du vin. « J'ai pris quelques jours de congé, » répondit Jeanne. « Mon patron a été compréhensif quand je lui ai parlé de circonstances familiales exceptionnelles. »« Familiales », Solène fit tourner le vin dans son verre. « C'est étrange de penser que vous êtes, la fille de mon mari, que nous sommes d'une certaine façon liés. Je ne cherche pas à m'imposer dans votre vie, » précisa Jeanne. « Je voulais juste des réponses. Et maintenant que vous les avez ?» Jeanne réfléchit un moment. « Je ne sais pas encore. J'ai passé toute ma vie à me demander qui était mon père. Pourquoi il nous avait abandonnés. Maintenant que je sais, je me sens vide. » Solène hocha la tête avec compréhension. Les réponses ne sont pas toujours aussi libératrices qu'on l'espère. Après le dîner, Jeanne se retira dans sa chambre, prétextant la fatigue. En réalité, les paroles énigmatiques de Fabienne l'intriguaient. Elle attendit que la maison s'endorme, écoutant les bruits qui s'estompaient progressivement, l'eau qui coule dans les canalisations, les pas de Solène qui se dirigeait vers sa chambre, les derniers rangements de Fabienne dans la cuisine. À minuit passé, elle se glissa dans le couloir faiblement éclairé. Fabienne l'attendait près de l'escalier de service. « Suivez-moi » murmura la gouvernante, « et soyez discrète. » Elles descendirent l'escalier étroit jusqu'au sous-sol de la maison, où Fabienne déverrouilla une petite porte donnant sur une pièce que Jeanne n'aurait jamais soupçonnée, une bibliothèque privée, aux murs couverts de livres anciens et de documents. « Le bureau secret de Raymond Blanchet » expliqua Fabienne. « Laurent n'y vient presque jamais. Il préfère son bureau moderne à l'étage. » Jeanne observa la pièce, fascinée par cette caverne d'Ali Baba littéraire. « Pourquoi m'avoir amenée ici ?» Fabienne prit une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à franchir un point de non-retour. « Parce qu'il est temps que vous connaissiez la vérité, toute la vérité. » Elle sortit de sa poche un vieux livre relié de cuir, les chroniques de la famille Blanchet. « Lisez ceci d'abord, » dit-elle en ouvrant le livre à une page marquée. « L'histoire officielle de l'acquisition des terres de Beaujeu par les Blanchet. » Jeanne parcourut rapidement le texte, qui relatait comment François Blanchet avait généreusement sauvé de la ruine la famille Beaulieu en rachetant leurs terres en 1850. « Et maintenant, écoutez la vérité. » Fabienne s'assit face à Jeanne. « Mon nom complet est Fabienne Beaulieu. Ces terres dont parle ce livre appartenaient à ma famille, avant d'être volées par les Blanchet grâce à des documents falsifiés. » Le choc de cette révélation laissa Jeanne sans voix. « Ma sœur Thérèse et moi avons été séparés et placés en famille d'accueil après que notre père se soit suicidé, incapable de supporter la perte de son héritage. Tout cela à cause des machinations de la famille Blanchet. Mais pourquoi travailler pour eux, alors ?» demanda Jeanne, abasourdie. « Pour trouver ceci ?» Fabienne désigna la note manuscrite dans la marge du livre. « La vérité est dans le journal de M. La marque de l'alliance rompue en détient la clé.
M pour Marianne Blanchet, l'épouse de François, qui était dévorée par la culpabilité. Selon la légende, elle a consigné la vérité dans son journal, puis l'a cachée dans un compartiment secret de cette maison. Et la marque de l'alliance rompue est celle que vous portez au poignet. Fabienne retroussa sa manche, révélant une cicatrice en forme de croissant sur son avant-bras. Cette marque n'est pas une simple tache de naissance, c'est le symbole d'un ancien pacte entre nos deux familles. Les Beaulieu et les Blanchet étaient autrefois alliés. Avant que François Blanchet ne trahisse cet accord, attendez, Jeanne tentait d'assimiler ces révélations. Vous dites que ma marque, celle que je partage avec Laurent, est liée à un pacte ancestral entre deux familles. Exactement. Et selon la tradition, seule une personne portant cette marque peut accéder à la cachette du journal. Fabienne saisit les mains de Jeanne. Vous êtes peut-être la seule qui puisse révéler la vérité après toutes ces années. Jeanne retira ses mains, méfiante. Comment puis-je vous croire? Pourquoi me racontez-vous tout cela maintenant? Parce que Laurent est affaibli, parce que vous êtes ici, dans cette maison. Les yeux de Fabienne brillaient d'une détermination farouche. Et parce que ma sœur Thérèse est mourante, elle mérite de voir la justice rendue avant de partir. Une vague de compassion submergea Jeanne. Cette femme avait passé plus de 20 ans à servir ceux qui avaient détruit sa famille, dans l'espoir de trouver un journal peut-être imaginaire. Admettons que je vous crois. Comment suis-je censée trouver cette cachette? Fabienne se leva et se dirigea vers une tapisserie ancienne représentant un paysage viticole. Elle la souleva, révélant un pan de mur nu. La tradition dit que la cachette répond à la marque. Posez votre poignet contre ce mur. Jeanne s'approcha, sceptique mais curieuse. Elle posa son poignet, la marque de naissance contre la pierre froide. Rien ne se produisit. C'est ridicule, soupira-t-elle. Comment une marque pourrait-elle? Soudain, un déclic se fit entendre. Une portion du mur s'enfonça légèrement sous sa main. Fabienne et Jeanne échangèrent un regard stupéfait. « Poussez !» chuchota Fabienne. Jeanne appuya plus fort, et une petite section du mur pivota, révélant une niche poussiéreuse. À l'intérieur se trouvait un objet enveloppé dans un tissu défraîchi, les mains tremblantes. Jeanne le saisit et défit délicatement l'étoffe. Un petit carnet relié de cuir rouge apparut, ses pages jaunies par le temps, le journal de Marianne Blanchet, murmura Fabienne, les yeux embués de larmes. Après toutes ces années, Jeanne ouvrit précautionneusement la première page. Une écriture fine et penchée couvrait le papier fragile. Ce que je consigne ici est le fardeau de ma conscience. Que Dieu me pardonne de n'avoir pas eu le courage de m'opposer aux actions de mon mari. Les terres des Beaulieu ont été acquises par la fraude et la menace. François a fait falsifier les actes de propriété par un notaire corrompu, puis a menacé de ruine quiconque soutiendrait la famille Beaulieu. Mon Dieu, souffla Jeanne en parcourant les pages suivantes. Tout est là, les détails de la fraude, les menaces, les témoins achetés, la preuve que nous cherchions depuis si longtemps, dit Fabienne, sa voix tremblant d'émotion. La preuve que ma famille a été victime d'une injustice délibérée. Jeanne referma doucement le journal. L'esprit en ébullition. Qu'allez-vous faire maintenant? Fabienne contempla le précieux carnet. D'abord montrer ceci à Thérèse. Ensuite, justice doit être rendue. Les terres doivent revenir à leurs propriétaires légitimes. Laurent ne laissera jamais faire ça, objecta Jeanne. Un sourire déterminé se dessina sur le visage de Fabienne. Laurent est affaibli, physiquement et moralement, et il a une dette envers vous, n'est-ce pas? Les deux femmes se regardèrent, unies par une étrange complicité, deux victimes des Blanchet, chacune à sa façon, tenant enfin entre leurs mains le pouvoir de renverser le cours de l'histoire. Le retour de Laurent à la maison se fit dans une atmosphère étrange. Mélange de tension et de sollicitude forcée, Solène avait organisé les soins à domicile avec une efficacité clinique. Infirmière 2 fois par jour, médecin disponible sur appel, régime alimentaire strict. Laurent, affaibli et pâle, se laissait manipuler comme une marionnette, lui qui avait toujours contrôlé chaque aspect de sa vie. Jeanne observait cette dynamique avec un détachement curieux. 3 jours s'étaient écoulés depuis la découverte du journal de Marianne Blanchet, et elle n'avait pas encore décidé comment utiliser cette information. Fabienne avait emporté le précieux document pour le montrer à sa sœur Thérèse, promettant de le rapporter le lendemain. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» demanda Solène à Laurent, alors qu'ils étaient tous réunis pour le petit déjeuner dans la véranda ensoleillée. « Mieux » répondit-il en évitant son regard. « Suffisamment bien pour parler d'affaires sérieuses. » Son regard se posa sur Jeanne.
qui beurrait méthodiquement un toast. « Jeanne, j'ai réfléchi à notre situation. » Il s'éclaircit la gorge. « Je voudrais te reconnaître officiellement comme ma fille. » Le toast s'immobilisa à mi-chemin de la bouche de Jeanne. Solène posa brusquement sa tasse de café. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle. « Parfaitement sérieux. » Laurent semblait avoir retrouvé une partie de son assurance. « C'est la moindre des choses que je puisse faire. Jeanne porte mon nom. Légalement, elle devient mon héritière, au même titre que les enfants que nous aurions pu avoir. » Jeanne reposa lentement son toast en son « Je n'ai pas besoin de votre nom ni de votre argent. Ce n'est pas une question de besoin, » insista Laurent. « C'est une question de droit, de justice. » Ce dernier mot fit tiquer Jeanne. Justice, le même terme qu'employait Fabienne. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que vous avez frôlé la mort. » Un soudain accès de conscience. Laurent soutint son regard. « Peut-être, ou peut-être ai-je enfin trouvé le courage qui m'a manqué toute ma vie. » Solène observait cet échange avec une expression indéchiffrable. « Tu as peur de mourir sans avoir réparé tes erreurs, » dit-elle finalement. « C'est compréhensible. Mais as-tu pensé aux conséquences, la presse, les questions, les rumeurs ? » « Je m'en fiche, » trancha Laurent avec une vigueur qui contrastait avec sa fragilité physique. « J'ai passé ma vie à me préoccuper de l'opinion des autres. À quoi cela m'a-t-il servi ? À construire une existence basée sur le mensonge. À perdre la chance de voir grandir ma propre fille. » Il se tourna vers Jeanne, les yeux soudain brillants d'émotion. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne le mérite pas. Mais laisse-moi au moins faire ça. Te donner ce qui t'appartient de droit. » Un silence s'installa, ponctué uniquement par le chant des oiseaux dans le jardin. Jeanne réfléchissait intensément. Cette reconnaissance officielle pourrait lui donner un pouvoir considérable, un pouvoir qu'elle pourrait utiliser pour aider Fabienne et sa famille. « J'accepte, » dit-elle finalement, « mais à une condition. » Laurent se redressa, attentif. « Laquelle ? Je veux que vous examiniez certains documents historiques concernant l'acquisition des terres de Beaujeu par votre famille. » Laurent fronça les sourcils, perplexe. « Les terres de Beaujeu, pourquoi ? Disons que j'ai un intérêt personnel pour l'histoire de votre famille, notre famille. » Jeanne soutint son regard. « C'est ma seule condition. » Laurent échangea un regard interrogateur avec Solène, qui semblait tout aussi surprise. « Très bien, » accepta-t-il. « Je contacterai mon avocat aujourd'hui même pour entamer les démarches de reconnaissance et nous examinerons ces documents historiques ensemble. » À cet instant, Fabienne entra dans la véranda pour débarrasser la table. Son regard croisa brièvement celui de Jeanne. Un échange silencieux. Une confirmation tacite. « Fabienne, » appela Laurent. « Veuillez appeler Maître Delorme et lui demander de passer dans l'après-midi. J'ai des documents importants à lui faire préparer. »« Bien, monsieur, » répondit la gouvernante avec une déférence parfaite, bien que Jeanne pût déceler une lueur de triomphe dans ses yeux. Après le petit déjeuner, Jeanne se retira dans sa chambre, bientôt rejointe par Fabienne, qui frappa discrètement à sa porte. « J'ai montré le journal à Thérèse, » annonça-t-elle, le visage rayonnant. Elle a pleuré en le tenant dans ses mains, pour la première fois depuis des années. J'ai vu de l'espoir dans son regard. « Je suis heureuse pour vous, » dit sincèrement Jeanne. « Laurent a proposé de me reconnaître officiellement comme sa fille. »« Parfait, » murmura Fabienne. « Une héritière Blanchette aura le pouvoir de rectifier les injustices du passé. » Jeanne s'assit sur son lit, soudain hésitante. « Êtes-vous sûre que c'est ce que vous voulez ? La reconnaissance publique d'une injustice vieille de plus d'un siècle. »« Ce n'est pas qu'une question de reconnaissance, » répliqua fermement Fabienne. « Ces terres appartiennent légitimement à ma famille. Elles doivent nous être restituées. Et que ferez-vous de ces terres ? Les cultivez vous-même. Les transformer ?» répondit Fabienne, les yeux brillants de passion. « En faire un lieu qui bénéficie à toute la communauté locale. Une partie en vignoble coopératif, une autre en centre éducatif pour les enfants de la région. C'était le rêve de mon père. » Cette vision toucha Jeanne. Il ne s'agissait pas simplement de vengeance personnelle, mais de justice sociale. Dans l'après-midi, Laurent reçut la visite de son avocat. Assis dans son bureau, il signa divers documents, l'air à la fois épuisé et résolu. « Voilà !» dit-il en tendant les papiers à Jeanne après le départ de l'homme de loi. « Dès que ces documents seront enregistrés, tu seras officiellement Jeanne Blanchet-Montel, ma fille aux yeux de la loi, comme tu l'as toujours été par le sang. » Jeanne prit les papiers, émue malgré elle. « Merci. Maintenant, » poursuivit Laurent en se renfonçant dans son fauteuil,
Tu avais mentionné des documents historiques concernant Beaujeu. C'était le moment. Jeanne fit un signe discret à Fabienne, qui attendait dans le couloir. La gouvernante entra, portant le journal de Marianne Blanchet dans un écrin de velours. « Qu'est-ce que c'est » demanda Laurent, intrigué. « Le journal intime de votre arrière-arrière-grand-mère, Marianne Blanchet » répondit Fabienne, abandonnant son ton servile habituel. « Il contient la vérité sur l'acquisition des terres de Beaujeu par votre famille. » Laurent la dévisagea, stupéfait par ce changement de ton. « Comment avez-vous obtenu cela? Et de quoi parlez-vous? »« Je m'appelle Fabienne Beaulieu, » annonça la gouvernante en se tenant très droite. « Ma famille possédait ces terres avant qu'elles ne soient volées par François Blanchet grâce à des documents falsifiés. Ce journal en contient l'aveu. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Laurent regardait tour à tour Fabienne et Jeanne, incrédule. « Vous travaillez pour moi depuis plus de 20 ans, pour trouver ce journal, pour rétablir la vérité et la justice, » corrigea Fabienne. « Et maintenant ? » Grâce à Jeanne, j'ai réussi. Laurent saisit le journal d'une main tremblante et commença à le feuilleter, son visage pâlissant davantage à chaque page. « C'est impossible, » murmura-t-il. « Mon père m'a toujours dit que ces terres étaient dans notre famille depuis des générations. Votre père savait, » affirma Fabienne. « Tout comme votre grand-père avant lui, ils ont perpétué le mensonge, génération après génération. » Laurent referma le journal, accablé. « Pourquoi me montrer cela maintenant ? » « Parce que vous avez parlé de justice ?» intervint Jeanne. « Parce que vous voulez réparer vos erreurs ? Voici l'occasion de réparer non seulement ce que vous m'avez fait, mais aussi une injustice bien plus ancienne. » Laurent resta silencieux un long moment, son regard allant du journal aux deux femmes qui se tenaient devant lui. Finalement, il soupira profondément. « Que voulez-vous exactement ? La restitution des terres à la famille Beaulieu ?» répondit Fabienne sans hésiter. « Et la reconnaissance publique de l'injustice commise ? Ces terres représentent une partie considérable de la fortune des Blanchet, » objecta Laurent. « Les vignobles de Beaujeu sont notre activité la plus rentable. » Raison de plus, insista Jeanne. « Si vous êtes sincère dans votre désir de réparation, prouvez-le. » Laurent ferma les yeux, comme pour chercher une force intérieure. Quand il les rouvrit, une détermination nouvelle brillait dans son regard. « D'accord, » dit-il, « je restituerai ces terres, et je ferai une déclaration publique reconnaissant l'injustice commise par ma famille. » Fabienne porta une main à sa bouche, retenant un sanglot. « Après toutes ces années, nous organiserons une cérémonie officielle, » continua Laurent, de plus en plus ferme. « La signature des actes de restitution, suivie d'une conférence de presse. Je veux que tout soit fait dans les règles, que la vérité éclate enfin au grand jour. » Il se leva, chancelant légèrement. « J'ai passé ma vie à fuir mes responsabilités, à préserver des mensonges qui n'en valaient pas la peine. Il est temps que cela change. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Jeanne ressentit un début de respect pour cet homme qui était son père. Pas de pardon, pas encore, mais une reconnaissance de sa volonté de changer. « Merci, » dit-elle simplement. Laurent hocha la tête, puis se tourna vers Fabienne. « Depuis toutes ces années, vous m'avez servi tout en me haïssant. Je ne sais pas si je dois vous admirer ou vous craindre. » Un sourire énigmatique apparut sur le visage de Fabienne. « Peut-être un peu des deux, monsieur. » La cérémonie de restitution fut fixée une semaine plus tard. Laurent insista pour qu'elle se déroule à Beaujeu même. Sur les terres qui avaient été le cœur du conflit, la presse avait été conviée, de même que les notables locaux et les descendants de familles qui avaient autrefois soutenu les Beaulieu. Thérèse Beaulieu, malgré sa santé fragile, fit le déplacement depuis sa maison de retraite. Jeanne l'observait avec émotion. Cette femme au corps diminué mais au regard empli d'une détermination farouche, Fabienne ne quittait pas sa sœur d'une semelle, attentive au moindre de ses besoins, comme pour compenser les années de séparation. « Vous ressemblez à votre mère », dit Thérèse à Jeanne lorsqu'elles furent présentées. « J'ai connu Claire, vous savez, avant qu'elle ne quitte Beaujeu, une jeune femme courageuse. Vous connaissiez ma mère ?» s'étonna Jeanne. « Nos chemins se sont croisés, il y a longtemps. » Thérèse eut un sourire mystérieux. Peut-être le destin préparait-il déjà ce moment. La cérémonie devait commencer à midi, sous un grand chapiteau blanc dressé au milieu des vignes. L'automne parait les coteaux de Beaujeu d'or et de pourpre, créant un décor saisissant pour cet acte de justice historique. Laurent, qui semblait avoir repris des forces ces derniers jours,
avait soigneusement préparé son discours, Jeanne l'avait surpris plusieurs fois en train de le réviser, raturant des phrases, en ajoutant d'autres, comme si chaque mot devait porter le poids exact de sa repentance. Ce matin-là, il s'habilla avec une élégance sobre, costume gris anthracite, cravate bordeaux, l'épinglette des grands vignerons de Bourgogne discrètement épinglée à sa veste, seule sa pâleur et les cernes sous ses yeux trahissaient sa récente hospitalisation. « Comment te sens-tu » lui demanda Solène en ajustant sa cravate avec un geste qui témoignait d'années d'habitude conjugale. « Étrangement serein » répondit Laurent. « Pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien, quelque chose qui compte vraiment. » Solène l'observa un moment en silence. Leur relation avait changé depuis la révélation de l'existence de Jeanne, pas vers plus de chaleur, mais vers une forme d'honnêteté nouvelle, sans les faux-semblants qui avaient caractérisé leur mariage pendant si longtemps. « Je suis fière de toi, » dit-elle finalement. « Ce n'est pas facile d'admettre ses erreurs publiquement. » Laurent sourit faiblement. « J'aurais dû le faire il y a bien longtemps. Pour Jeanne, pour Claire, pour nous tous. » À 11h, ils se rendirent tous au domaine viticole. Un petit attroupement s'était déjà formé. Journalistes, caméras, curieux. La nouvelle d'une déclaration importante de Laurent Blanchet, magnate de l'immobilier et propriétaire de prestigieux vignobles, avait attisé les curiosités. Fabienne avait installé Thérèse au premier rang, dans un fauteuil confortable. À ses côtés se tenaient d'autres membres plus éloignés de la famille Beaulieu, certains venus de loin pour assister à ce moment historique. Jeanne prit place auprès d'eux, ressentant pour la première fois un sentiment d'appartenance à cette lignée qu'elle découvrait. Midi approchait, les invités étaient tous installés, l'atmosphère bourdonnante d'anticipation. Laurent, debout près de l'estrade, consultait une dernière fois ses notes. Maître Delorme, son avocat, préparait les documents officiels de restitution sur une table drapée de bleu. « Il est l'heure », annonça Solène. Laurent hocha la tête et gravit les marches de l'estrade. Un silence s'installa progressivement, alors qu'il se positionnait devant le microphone. Il balaya l'assemblée du regard, s'arrêtant un instant sur Jeanne, puis sur Thérèse et Fabienne, avant de commencer. « Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être venus aujourd'hui. » Sa voix était ferme, posée. « Nous sommes réunis pour un acte de justice qui aurait dû être accompli il y a bien longtemps. » Il marqua une pause, comme pour rassembler ses pensées. « L'histoire de ma famille, la famille Blanchet, est entachée d'un mensonge qui a perduré pendant plus d'un siècle et demi, un mensonge qui a causé la souffrance de nombreuses personnes, et dont je porte aujourd'hui le fardeau moral. » Des murmures parcoururent l'assistance. Les journalistes se penchèrent en avant, soudain plus attentifs. En 1850, François Blanchet, mon ancêtre, a acquis les terres où nous nous trouvons actuellement. L'histoire officielle prétend qu'il s'agissait d'une transaction honnête, sauvant la famille Beaulieu de la ruine. La vérité est tout autre. Laurent prit une profonde inspiration. Ces terres ont été volées aux Beaulieu par la fraude et l'intimidation. Des documents ont été falsifiés, des témoins achetés, des menaces proférées. Tout cela est consigné dans le journal intime de Marianne Blanchet, épouse de François, qui n'a jamais eu le courage de révéler la vérité de son vivant, mais qui a laissé ce témoignage pour la postérité. Il sortit le petit carnet rouge et le brandit. Plusieurs flashs d'appareils photo crépitèrent. Ce journal a été retrouvé récemment, grâce à... Il hésita, cherchant Fabienne du regard. Grâce à des personnes courageuses qui n'ont jamais cessé de croire en la justice. Fabienne inclina légèrement la tête, reconnaissante pour cette discrétion qui préservait sa dignité. Aujourd'hui, je souhaite réparer cette injustice historique en restituant officiellement ces terres à la famille Beaulieu, représentée ici par Thérèse et Fabienne Beaulieu, descendantes directes des propriétaires légitimes. Des applaudissements éclatèrent dans l'assistance. Thérèse, les yeux brillants de larmes, serra la main de sa sœur. « Mais ce n'est pas tout », poursuivit Laurent. « Je souhaite également annoncer publiquement la reconnaissance de ma fille, Jeanne Montel, née de mon union avec Claire Montel, une autre vérité que j'ai trop longtemps cachée par lâcheté. » Cette seconde révélation provoqua une onde de choc encore plus grande. Les journalistes s'agitaient, prenant frénétiquement des notes. Jeanne sentit tous les regards se tourner vers elle et redressa instinctivement le menton, refusant de se laisser intimider. « Je demande pardon pour ces deux graves manquements à l'honneur et à la vérité. Je ne cherche pas l'absolution,
Mais j'espère que ces actes de réparation pourront apporter un peu de paix à ceux que ma famille et moi-même avons blessés. » Laurent s'interrompit, portant soudain une main à sa poitrine. Son visage se crispa légèrement, mais il se reprit rapidement. « Et maintenant, je vous invite à assister à la signature officielle des documents de restitution. » Il descendit de l'estrade, un peu chancelant. Solène s'avança pour le soutenir, mais il lui fit signe qu'il pouvait marcher seul. Arrivé à la table où l'attendait maître Delorme, il s'assit et prit le stylo qu'on lui tendait. Thérèse fut amenée à ses côtés, accompagnée de Fabienne. Les 3 signatures devaient officialiser la restitution, celle de Laurent qui cédait les terres, celle de Thérèse qui les recevait au nom de la famille Beaulieu, et celle de l'avocat qui authentifiait l'acte. Laurent signa en premier, d'un geste ferme malgré sa main légèrement tremblante. Il tendit ensuite le stylo à Thérèse, qui le prit avec émotion. « Je n'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour voir ce jour », murmura-t-elle en apposant sa signature. Maître Delorme s'apprêtait à signer à son tour, lorsque Laurent se leva brusquement, le visage déformé par la douleur. Il porta les 2 mains à sa poitrine, comme pour contenir une souffrance insupportable. « Laurent !» Solène se précipita vers lui, alarmée. « Je !» Il ne put achever sa phrase. Ses jambes cédèrent sous lui, et il s'effondra sur le sol. La confusion s'empara immédiatement de l'assemblée. Des cris retentirent. Quelqu'un appela une ambulance. Un médecin présent parmi les invités se fraya un chemin jusqu'à Laurent et commença un massage cardiaque. Jeanne, figée par le choc, vit Solène s'agenouiller près de son mari, lui tenant la main, lui parlant doucement comme à un enfant. Fabienne avait entraîné Thérèse à l'écart, la protégeant de cette scène traumatisante. Les secours arrivèrent en quelques minutes, mais leurs efforts furent vains. Laurent Blanchet avait succombé à une seconde crise cardiaque, plus violente que la première. Avant de rendre son dernier souffle, il avait saisi la main de Jeanne, qui s'était finalement approchée, et lui avait murmuré ces derniers mots. La marque était une promesse, qu'implida Porvossé. Puis ses yeux s'étaient fermés pour toujours, sous le soleil d'automne qui baignait les vignes de Beaujeu d'une lumière dorée. À l'écart de la foule, un homme observait la scène. Sur son poignet, partiellement dissimulé par la manche de sa veste, on pouvait distinguer une marque en forme de demi-lune. L'enterrement de Laurent Blanchet fut à l'image de sa vie, grandiose, solennelle, fréquentée par les élites économiques et politiques de la région. Sous la pluie fine d'un matin d'automne, le cercueil fut descendu dans le caveau familial du cimetière Loyasse, qui dominait Lyon de sa colline. Jeanne se tenait légèrement en retrait, observant les visages graves qui l'entouraient. La plupart de ces gens ne l'avaient jamais rencontrée avant les révélations publiques de Laurent. Maintenant, ils la dévisageaient avec une curiosité à peine dissimulée. La fille illégitime, l'héritière inattendue, celle qui avait surgi du néant pour bouleverser l'ordre établi, Solène, digne dans son tailleur noir, recevait les condoléances avec une grâce distante. Son regard croisa celui de Jeanne par-dessus la tombe. Pas d'animosité, juste une reconnaissance silencieuse de leur lien désormais indissoluble, 2 femmes unies par l'absence d'un homme qui les avait, chacune à sa façon, profondément déçues. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, Jeanne remarqua, à l'écart de la foule, la silhouette d'un homme qu'elle n'avait jamais vu. Quarantaine avancée, élégant sans ostentation, il l'observait avec une intensité troublante. Quand leurs regards se croisèrent, il inclina légèrement la tête, comme pour la saluer. « Qui est cet homme ?» demanda Jeanne à Fabienne, qui se tenait à ses côtés. La gouvernante suivit son regard et fronça les sourcils. « Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu. » À la fin de la cérémonie, Jeanne chercha l'inconnu du regard, mais il avait disparu. Dans les jours qui suivirent, la vie prit un tour surréaliste. Les avocats confirmèrent ce que Laurent avait officialisé avant sa mort. Jeanne était légalement sa fille et héritait d'une partie considérable de sa fortune. Les terres de Beaujeu, conformément à ses dernières volontés, revenaient à la famille Beaulieu. Un matin, alors que Jeanne prenait son café dans la véranda de la maison des Blanchet, devenue en partie la sienne, Solène vint la rejoindre, une enveloppe à la main. « J'ai trouvé ceci dans le coffre-fort de Laurent », dit-elle en lui tendant l'enveloppe. « Elle porte ton nom. » Jeanne l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite de Laurent, datée de la veille de la cérémonie de restitution. « Ma chère Jeanne, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là. Les médecins m'avaient averti qu'une seconde crise cardiaque serait probablement fatale, et je sentais mon cœur faiblir de jour en jour. Je voulais te laisser quelques mots,
Non pour implorer un pardon que je ne mérite pas, mais pour t'expliquer certaines choses que tu as le droit de savoir. La marque que nous partageons, cette demi-lune sur notre poignet, n'est pas un simple caprice génétique. Elle symbolise bien plus, comme tu l'as découvert avec Fabienne, ce que tu ignores peut-être, c'est que cette marque apparaît dans notre famille à chaque génération, chez ceux destinés à faire un choix décisif. Un choix entre la justice et l'ambition, entre l'amour et le pouvoir. Mon père la portait. Tout comme son père avant lui, chacun a fait le mauvais choix, perpétuant une chaîne de mensonges et d'injustices. J'ai suivi le même chemin en abandonnant ta mère et toi. Mais toi, ma fille, tu as brisé cette malédiction, tu as choisi la vérité et la justice, même face à la tentation du confort et de la richesse que j'aurais pu t'offrir en échange de ton silence. Il y a autre chose que tu dois savoir. Mon père m'a parlé un jour d'un frère, un demi-frère dont l'existence a été soigneusement dissimulée. Hugo Blanchet existe réellement, né d'une relation que mon père a eue avant son mariage. Il a grandi loin de nous, mais porte lui aussi la marque. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais je sais qu'il a consacré sa vie à enquêter sur notre famille, sur ses secrets. Si tu croises son chemin un jour, méfie-toi. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Mais il a toutes les raisons de haïr les Blanchet. Utilise ton héritage avec sagesse, Jeanne. Fais ce que je n'ai jamais eu le courage de faire. Répare, guéris, construis quelque chose de meilleur sur les ruines de nos erreurs, ton père. Laurent Jeanne replia lentement la lettre, l'esprit en ébullition. Hugo Blanchet existait vraiment? L'homme au cimetière? Probablement. Mauvaise nouvelle, demanda Solène, observant son trouble. Des révélations, répondit Jeanne. Il semble que les secrets des Blanchet n'aient pas tous été dévoilés. Dans les semaines qui suivirent, Jeanne prit une série de décisions qui stupéfièrent le monde des affaires lyonnais. D'abord, elle transforma le siège social des entreprises Blanchet en une fondation dédiée à l'aide aux familles monoparentales, en mémoire de Claire. Puis, avec l'aide de Fabienne et Thérèse, elle lança un vaste projet de réhabilitation des anciennes terres de Beaujeu. Une partie fut convertie en vignoble coopératif, offrant du travail aux habitants du village. Une autre accueillit une école d'agriculture biologique. Un centre médical fut construit pour desservir les communes rurales environnantes. Vous transformez l'Empire Blanchet en œuvre caritative, observa un jour Solène, sans animosité. Je le transforme en quelque chose de meilleur, corrigea Jeanne. Quelque chose qui guérit au lieu de diviser. Solène hocha la tête, pensive. Elle avait décidé de déménager à Paris, laissant la demeure familiale à Jeanne. Leur relation, initialement tendue, avait évolué vers un respect mutuel teinté d'une étrange complicité. Un après-midi d'hiver, alors que Jeanne travaillait dans le bureau qui avait été celui de Laurent, Fabienne lui annonça un visiteur. Il dit s'appeler Hugo Blanchet, précisa la gouvernante. L'air préoccupé. « Dois-je le faire entrer ?» Jeanne sentit son cœur s'accélérer. « Oui, s'il vous plaît. » L'homme qui entra était celui qu'elle avait aperçu au cimetière. De près, sa ressemblance avec Laurent était frappante, bien que ses traits fussent plus durs, plus marqués par l'épreuve. « Jeanne Blanchet-Montel, » dit-il en s'avançant. « Enfin, nous nous rencontrons officiellement. »« Hugo Blanchet » répondit-elle. « Mon oncle, apparemment ?» Un sourire énigmatique étira ses lèvres. « Demi-oncle, techniquement, fils bâtard de Raymond Blanchet, né 6 ans avant Laurent. Pourquoi vous montrer maintenant ?» Hugo remonta sa manche, révélant la marque en forme de demi-lune sur son poignet. « Parce que nous partageons ceci, et parce que j'ai passé ma vie à enquêter sur les crimes des Blanchet, attendant le moment propice pour agir. Laurent m'a mise en garde contre vous dans sa lettre. » Sage de sa part, Hugo s'assit sans y être invité. « Mais inutile, je ne suis pas venu en ennemi, Jeanne. Au contraire, ce que vous avez fait avec l'héritage Blanchet, les projets sociaux, la restitution des terres, la fondation, tout cela me convainc que vous êtes différente. » Il la fixa intensément. « Vous avez rompu le cycle. » Quand ces mots firent écho à la lettre de Laurent. Jeanne se sentit étrangement émue. « Que voulez-vous de moi, exactement ? Votre collaboration ? Il y a d'autres injustices commises par les Blanchet qui n'ont pas encore été réparées. D'autres familles comme les Beaulieu qui attendent justice. Ensemble, nous pourrions achever ce que vous avez commencé. » Jeanne l'étudia longuement. Cet homme était-il digne de confiance ? Ou portait-il une vengeance qui l'aveuglait ? La marque sur son poignet semblait brûler légèrement, comme pour lui rappeler sa propre responsabilité. « Je veux des preuves concrètes. »
dit-elle finalement. Des documents, comme le journal de Marianne. Pas de vendetta personnelle. Hugo sourit, visiblement satisfait. Je n'en attendais pas moins de vous. Vous avez hérité du meilleur des Blanchet. Leur intelligence, leur détermination, sans leur cupidité ni leur lâcheté. Il se leva. Je reviendrai bientôt avec ce que vous demandez. En attendant, prenez ceci. Il lui tendit une petite boîte en bois sculptée. À l'intérieur, Jeanne découvrit un pendentif ancien en forme de demi-lune, assorti d'une chaîne en argent. Il appartenait à notre arrière-grand-mère, celle qui a épousé François Blanchet. Elle l'a laissé à sa servante avant de mourir, avec instruction de le transmettre à un descendant portant la marque qui choisirait la justice. Apparemment, ce descendant, c'est vous. Après son départ, Jeanne resta pensive à la fenêtre du bureau, contemplant les lumières de Lyon qui s'allumaient progressivement dans le crépuscule. Le pendentif pesait doucement contre sa poitrine, rappel d'un héritage complexe qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle avait décidé d'assumer pleinement. Quelques jours plus tard, elle se rendit au cimetière où reposait Laurent et, dans une tombe plus modeste à l'autre bout de la ville, Claire, elle déposa des pivoines sur les deux sépultures, symbole de la réconciliation impossible de leur vivant, mais peut-être envisageable à travers elle. Debout face à la tombe de Laurent, Jeanne murmura les mots qu'il lui avait confiés avant de mourir. La marque était une promesse tenue par moi. Elle caressa pensivement son poignet, où la demi-lune se dessinait clairement contre sa peau pâle. Cette marque, jadis synonyme de trahison et de douleur, brillait désormais comme un signe de réconciliation entre des mondes que l'ambition avait tenté de diviser. La véritable héritage est de guérir, conclut-elle doucement, faisant écho aux dernières paroles de son père, tout en y insufflant sa propre conviction. Le vent d'hiver agita les branches des cyprès, comme pour approuver silencieusement cette promesse de rédemption.